le mètre cube, alors que le prix de vente, il est à 771 milli. Et quand on dit le coût, c'est aussi la question de la gestion de la sonnette, etc. Parce que, de toute façon, c'est une situation anormale. Que le prix de vente, et ça, on peut être souverainiste ou sécuritariste, il est anormal que le prix de vente, ou alors il faut réfléchir à des solutions radicales. On peut proposer, par exemple, une distribution d'eau gratuite. On peut vendre l'eau gratuitement jusqu'à une... Ça peut être une expérimentation, jusqu'à un certain niveau, jusqu'à un certain seuil, donner l'eau gratuitement pour encourager les gens à économiser, tout simplement. Mais à partir d'un seuil, de ce seuil-là, l'eau serait vendue à un prix plus important. En tout cas, nous avons besoin d'inventer des solutions, parce que sinon, il n'y aura ni sécurité, ni souveraineté. Le défi des terres et des sols agricoles, bon, j'aurais dû peut-être séparer les deux choses, mais j'ai préféré, pour aller rapidement, présenter en même temps la question du partage et de la propriété. Vous savez que ce gros problème de morcellement, auquel on n'a pas trouvé d'ailleurs de solution, pour les souverainistes, on va vous dire que le morcellement ne pose pas de problème. Il suffirait de prendre le territoire de la Tunisie et de le distribuer aux habitants. Et même si chacun d'entre nous aurait 1 hectare ou un demi-hectare, ça serait des petits agriculteurs, sauf que ce modèle n'est pas viable. Sauf que quand on pousse la question de la souveraineté au bout, on n'est plus dans la souveraineté. Et pareil, quand on pousse la question de la sécurité au bout, on n'est plus dans la sécurité. Donc, il y a un problème qui est que faire face au morcellement de terre, que faire face à la dégradation de la qualité des sols, à l'érosion, à la désertification. La Tunisie est fortement menacée, 50% le risque atteint 50% des surfaces cultivables d'ici 2050. Que faire face au problème d'allocation des terres agricoles? Il y a un fort sentiment d'injustice dans l'accès aux terres agricoles, de corruption, d'inefficience aussi, parce qu'on a souvent donné des terres à des personnes qui ne savaient pas les utiliser, et donc ça revient à du gaspillage. Et pour un petit pays comme la Tunisie, on ne peut pas se permettre de faire du gaspillage, ni au nom de la sécurité, ni au nom de la souveraineté. Problème de propriété également. Alors, troisième défi important, le changement climatique. Ça, c'est la courbe de l'élévation de la température mensuelle moyenne pendant le XXe siècle, durant le XXe siècle en Tunisie. Vous voyez que c'est une courbe assez... Enfin, on a fait on a ajusté la courbe. Durant le XXe siècle, la température mensuelle moyenne, par décennie, la température mensuelle moyenne par décennie, elle a augmenté de 2,4 à peu près degrés Celsius sur un siècle, le XXe siècle. Et le XXe siècle en Tunisie, ce n'était pas le siècle forcément des changements climatiques. Mais vous voyez que quand on compare 1901, entre 1901 et 1910, prenez par décennie, donc j'ai pris sur un site américain où on a tout répertorié comme température mensuelle. Donc on prend sur une décennie la température mensuelle sur la décennie, je calcule la moyenne, ensuite, et ça donne cette courbe-là au XXe siècle. Donc au XXIe siècle, on peut s'attendre à des choses encore plus graves. Et effectivement, pour 2050, ça veut dire demain, et par rapport à aujourd'hui, des prévisions tablent sur une élévation de la température entre 1,8 et 2,7 degrés, une baisse des précipitations annuelles entre moins 4 et moins 7%, et une élévation du niveau de la mer qui peut aller jusqu'à 61 cm. Et certains vous disent que Jelba, par exemple, serait menacé
à partir des années 50, 2050, Djerba pourrait tout simplement disparaître. Donc, bon, après, est-ce que c'est une question de souveraineté ou de sécurité? Je pense que c'est à la fois une question de souveraineté et de sécurité, même si les souverainistes ne veulent pas entendre parler de la sécurité et les sécuritaristes ne veulent pas entendre parler de souveraineté. Le défi de la biodiversité et de la biosécurité du patrimoine génétique, en Tunisie, on opère un contrôle à sens unique, c'est-à-dire on contrôle tout ce qui est exporté, mais on ne contrôle pas ce qui est importé. Ça, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, parce que l'Union européenne impose des contrôles, donc ça nous oblige, ça oblige les banques légères, etc. en Tunisie, de contrôler ce qui est exporté, mais nous n'avons pas les moyens de contrôler tout ce qui est importé, ce qui est une grosse aberration. L'utilisation des pesticides, comme vous le savez, il y a un gros problème, avec aussi cette concentration de tout ce qui est des marchés des intrants pour les produits, pour tout ce qui est agriculture, la dégradation de la qualité des pesticides, la fin de l'information des utilisateurs, les agriculteurs ne savent pas ce qu'ils utilisent souvent, et les vendeurs non plus, les commerçants qui vendent des produits ne savent pas ce qu'ils sont en train de vendre souvent. Je parlais de la concentration de la dépendance du marché des pesticides. Aujourd'hui, 72% du marché mondial des pesticides, 61% des marchés de semences sont contrôlés par 3 multinationales, ce qui nous laisse qui crée de vrais problèmes, aussi bien de sécurité que de souveraineté. Les ressources humaines agricoles, alors s'agissant des femmes, parce que les femmes sont la principale ressource humaine agricole, les droits des femmes rurales ne sont pas toujours garantis. Problème d'accès aux terres et à l'obtention du crédit. Problème de sécurité sociale, puisque l'emploi des femmes n'est généralement pas annoncé. Il y a de toute façon dans le secteur agricole, il y a un problème de sécurité sociale, mais quand il s'agit de femmes, c'est encore plus grave. Problème d'accès à la vulgarisation aussi, parce que tout ce qui est dispositif de formation et de vulgarisation s'adresse plus aux hommes qu'aux femmes. Alors la féminisation de l'agriculture tunisienne et le transfert des femmes de la paysannerie au statut d'ouvrière agricole ont été synonymes de subordination et d'exaspération des inégalités dans la société en général et dans le secteur agricole en particulier. C'est-à-dire que les femmes sont passées du statut de paysanne à ouvrière, mais ce passage au statut d'ouvrière a provoqué encore plus de dégradation de leur statut. Alors, l'intérêt des jeunes pour l'agriculture, vous voyez là, c'est une courbe de l'immigration. Vous voyez comment l'immigration, comment le pourcentage de population rurale en Tunisie, en tout cas, est en train de baisser beaucoup plus fortement que dans la moyenne mondiale. Il est normal que le pourcentage de population rurale baisse, du fait de ce qui a été présenté comme une concentration autour des villes. Mais en Tunisie, ça va beaucoup plus vite et ça constitue un défi pour le secteur agricole. Un autre problème, c'est la formation. En Tunisie, nous avons un dispositif de formation qui est inversé. Nous formons, comme vous le voyez, beaucoup plus de diplômés que de techniciens. Donc de diplômés du supérieur que des techniciens et bien sûr les diplômés du supérieur ont une autre approche de l'agriculture et ils sont là pour des bureaux, pour faire du commerce éventuellement, etc. Mais ce n'est pas, ça renvoie aussi à la question de ce partage entre sécurité et souveraineté, parce que quand vous avez des gens qui ont des diplômes supérieurs, ils vont privilégier une certaine approche aussi de l'agriculture. Bon, je passe sur la productivité, j'en ai déjà parlé. Le climat des affaires, 2 mots sur le climat des affaires. Le climat des affaires en Tunisie s'est dégradé depuis 2010. Il s'est dégradé, et quand on pense au climat des affaires, c'est aussi le rôle de l'État. C'est à l'État aussi de créer un bon climat des affaires. Or,
les problèmes de déficit du budget de l'État pèsent sur l'entretien et le développement des infrastructures, sur l'acheminement, sur les pistes agricoles, sur la canalisation d'eau, sur l'entretien par exemple des barrages. Vous savez qu'il y a un gros problème d'entretien des barrages. Tout cela touche aussi bien la sécurité que la souveraineté. Problème de financement. Il se trouve que la Tunisie a eu une politique assez volontariste, avec notamment la BNA, même si la BNA ensuite s'est occupée d'autres secteurs que l'agriculture, mais en tout cas au début des années 90, il y a eu une politique volontariste pour financer le secteur agricole, mais ce financement a abouti à un surendettement et à une plus grande dépendance des agriculteurs. Mais aujourd'hui, selon l'UTAP, uniquement 7% des agriculteurs ont accès au crédit bancaire et les banques ne contribuent qu'à hauteur de 15% du total des investissements agricoles. La situation des agriculteurs, et notamment des petits agriculteurs, est extrêmement difficile vu le poids de l'endettement. Dans les années 90, on a distribué beaucoup de crédits, mais les gens ne savaient pas, n'ont pas cette culture financière pour ce qu'on appelle la culture financière, pour pouvoir s'en sortir et bien gérer ces crédits. Donc les dettes agricoles sont aujourd'hui estimées à 1161 millions de dinars et les intérêts pénalisés sont énormes. Alors, depuis la Révolution, vous voyez que les crédits vont de moins en moins, je dirais, à l'agriculture. Ça, c'est la courbe de la Banque centrale. Vous voyez que depuis la Révolution, depuis 2011, en bleu, la courbe n'a pas bougé. Par contre, pour d'autres secteurs, il y a de plus en plus de crédits. Alors l'assurance, parce que dans l'agriculture, avec les changements climatiques, comme ce qu'on voit aujourd'hui et hier, le problème devient très important, le problème des calamités naturelles. Le Fonds national de garantie, créé depuis les années 80, aujourd'hui on en parle, mais c'est depuis les années 80, donc vous voyez, c'est une bonne quarantaine d'années. On l'a créé fin des années 80 et on continue à en discuter et on continue à essayer de le faire fonctionner. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas vraiment fonctionnel. Donc c'est à s'interroger s'il y a une réelle volonté de couvrir les risques de façon à mutualiser les risques, tout en sachant que l'assurance agricole en Tunisie elle est extrêmement faible. Donc l'assurance agricole ne représente que 2,70% du marché des assurances tunisiennes. Alors, un autre grand défi pour je pense, la souveraineté et la sécurité, c'est l'ALECA. Beaucoup de choses ont été dites à propos de l'ALECA, je ne prétends pas reprendre tous les débats, mais rapidement, 6 risques, je pense. Tout d'abord, quand on parle de l'accès au marché européen grâce à l'ALECA, il est évident que le marché européen et le marché mondial ne sont pas aussi accessibles qu'on le dit. Il y a de grands opérateurs, et cela vient d'être dit, et les petits agriculteurs ou les paysans tunisiens n'auront pas la capacité de faire face à ces grands opérateurs, et l'accès au marché n'est pas aussi garanti, notamment à cause des normes, les barrières non tarifaires. Les normes, ça signifie tout un dispositif institutionnel que nous n'avons pas en Tunisie. L'ALECA, ça impliquera également des prix des intrants qui augmenteront certainement. Donc on peut peut-être faciliter l'accès à des marchés, et encore, mais il ne faut pas croire que les prix resteront aussi compétitifs, puisque le prix des intrants ne fera qu'augmenter. L'ALECA risque aussi de créer une dépendance économique. Des pressions sur les ressources naturelles, en Tunisie, cela a été dit, un pays semi-désertique qui n'a pas beaucoup de ressources naturelles, ni en eau, ni en
caractère, donc la concurrence posera des problèmes sur le plan écologique très importants. Bref, l'ALECA risque d'être la fin de la paysannerie en Tunisie. De mon point de vue, si on négocie l'ALECA, il faut prendre en compte quatre aspects. Tout d'abord, beaucoup de personnes parlent du bilan de l'accord d'association de 1995. On dit qu'avant de négocier l'ALECA, il faudrait faire le bilan de 1995. Moi, je ne pense pas que ça soit la solution. Pourquoi? Parce que tout simplement, à supposer qu'on arrive à montrer que l'accord de 1995 a eu des conséquences négatives, on vous dira cet accord a eu des conséquences négatives parce qu'il n'était pas un accord approfondi et élargi. Donc vous savez, quand le néolibéralisme ne marche pas, on vous dit qu'il faut mettre encore plus de libéralisme. C'est pareil. Si on fait le bilan de 95 et on montre que l'impact était négatif, on vous dira que c'était négatif parce que ce n'était pas un accord élargi et approfondi. Donc, mettez en œuvre l'ALECA et vous verrez que les conséquences seront négatives. Donc, chercher à négocier du côté d'une évaluation de l'accord de 1995 me semble être assez naïf. Par contre, il faut réfléchir à la coopération régionale. Avant de négocier, il faut absolument avoir une vue sur la coopération régionale et sur les politiques communes et non pas uniquement sur le libre-échange. Le libre-échange n'est pas une politique commune. Il faut développer des politiques communes, régionales,